Okay, so as we decide, I will not answer in English. I will switch in French because a good French is better than a bad English, so I will switch in French. Alors, comme je t'ai dit, je peux parler un tout petit peu de moi, mais ça n'est pas un sujet vraiment passionnant. Moi, je ne suis pas un être passionnant. Ma vie me passionne parce que c'est ma vie, mais je ne vois pas en quoi elle pourrait vraiment passionner les autres. Simplement, je suis un musicien. Je suis arrivé à Paris vers les 25 ans et j'ai fait le conservatoire et l'école normale de musique de Paris. Et parce que vraiment, dans ma jeune enfance, il y avait beaucoup dans les villages et les petites villes de province en France, il y avait encore une très très forte vie musicale qui était la vie des petits orchestres d'harmonie. Small bands, very alive, des petits orchestres très vivants. Et j'ai fait partie d'un de ces petits orchestres lorsque j'avais 12-13 ans. Et là, j'ai été très très vite par mes capacités instrumentales, personnelles, propulsé au rôle de soliste du pupitre. Mais quand vous avez 14 ans, soliste, c'est valorisant, ça vous fait plaisir. Et j'ai gravi comme ça, ça a éveillé mon intérêt. C'était à la fois un goût pour la musique, et il faut le reconnaître, à 12 ou 13 ans, c'était valorisant pour moi de sentir que dans le regard des autres musiciens, des adultes, ils me reconnaissaient une forme de talent. Ils me valorisaient moi-même. Donc, c'est essentiel pour l'existence, ça, se sentir à sa place et se sentir valorisé dans le regard des autres. C'est ça qui a fait de moi un musicien. Je suis venu à 25 ans ici à Paris. Et puis ensuite, là à Paris, ça a été la grande chance. J'ai rencontré, sans le savoir à l'époque, j'étais jeune, mais je suis arrivé à Paris, dans la ville qui était, à la fin des années 80, qui était vraiment le carrefour de ce qui se fait de mieux sur le plan de la flûte, sur le plan mondial. Je suis arrivé sans le savoir dans l'héritage de la grande école de flûte de Marseille, dans la grande école de flûte de Joseph Rampal, Jean-Pierre Rampal, Alain Marion, et la liste est longue de tous les héritiers de l'école de flûte française. La plus belle école, probablement une des plus belles écoles de flûte au monde. Autant l'instrument national de l'Espagne, c'est la guitare, qui pourrait le contester, autant l'instrument national de la France, c'est la flûte. Je ne le savais pas à l'époque. Et je suis arrivé dans un conservatoire, une école normale, où le monde entier venait se nourrir de la technique de la flûte française pour devenir un grand flûtiste et repartir dans leur pays, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Corée, la Chine, le Japon, pour être là-bas les meilleurs flûtistes dans les orchestres de leur pays. Ils venaient étudier ici en France. Et j'ai eu cette chance d'être le Français qui vient à Paris étudier en France. Après, ce serait un petit peu long, mais voilà un petit panorama de la flûte de France, quoi. Important. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait de la musique ? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question dans la première question. Parle-moi de toi, la musique est indissociable de ma vie. Je suis devenu musicien parce que je trouve qu'il y a deux conditions qui sont extrêmement importantes pour devenir un homme ou une femme accompli. C'est trouver sa place dans ce monde et se sentir estimé par les autres et avoir une estime de soi importante. C'est ce qui fait que tu te réalises en tant qu'être humain. Ça va très loin, ma réflexion, elle est philosophique. J'en ai parlé dans la première question. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu musicien ? C'est que j'ai rencontré la musique. J'ai rencontré la musique et j'avais des dispositions sans le savoir. J'avais des dispositions pour cette pratique, pour cet instrument, probablement. Et que j'ai été très rapidement, valorisé dans le regard des personnes qui m'entouraient. Ça, c'est très important lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on est enfant. Et puis, reconnaissons-le, il y a une espèce de plaisir sensuel à jouer de la flûte. Je crois que très très tôt,
dès que j'ai commencé à souffler dans cet instrument, j'ai ressenti une satisfaction et un plaisir sensuel. L'instrument m'a immédiatement parlé. C'est l'instrument qui m'a parlé. C'est pas moi qui ai parlé aux autres. C'est l'instrument qui m'a parlé. La musique m'a permis de me réaliser et cet instrument m'a immédiatement séduit, parlé, y compris sur le plan des sensations, sur le plan sensoriel. Et je suis devenu flûtiste et musicien pour cette raison. La flûte, ça a été assez simple. Lorsque j'avais 8-9 ans, j'habitais à ce moment-là dans une ville en Normandie qui s'appelle Rouen, qui est une ville extrêmement polluée. Et à 8-9 ans, probablement aussi ma nature très sensible d'enfant, j'ai beaucoup souffert de cette maladie qu'on appelle l'asthme, qui est une maladie respiratoire. C'est une maladie très impressionnante. Lorsque tu vois un enfant faire une crise d'asthme, tu as vraiment le sentiment qu'il va mourir sous tes yeux. C'est très impressionnant. Donc mes parents étaient extrêmement angoissés par ces crises d'asthme à répétition. On connaît dans la littérature de grands asthmatiques, chez les artistes de grands asthmatiques. Le premier, Marcel Proust, il a souffert de l'asthme à un point considérable, Marcel Proust. Donc j'étais un enfant asthmatique, de gros problèmes respiratoires. Et du coup, mes parents, très anxieux, ont vu beaucoup de médecins, et un jour un médecin a dit à mes parents, écoutez, votre enfant il a des difficultés à respirer, c'est un des symptômes de l'asthme, puisqu'il semble avoir déjà une attirance et des dispositions pour la musique, pourquoi vous ne lui proposeriez pas de faire d'un instrument à vent pour éduquer le souffle ? Quelle bonne réflexion, quelle réflexion intelligente, un bon médecin. Il y a des bons médecins, parfois. Et là, ma mère, elle a capté, mes parents ont capté, et ni une ni deux, quelques jours plus tard, on était au conservatoire, et là, j'avais le choix entre faire de la flûte ou faire de la trompette. Et la petite secrétaire qui était là, elle nous a accueillis, elle a dit « Et d'ailleurs, si votre fils veut faire de la trompette, par exemple, eh bien justement, le professeur de trompette, il est là. » Et on m'a montré un monsieur, le professeur de trompette, petit monsieur, gros, tout rouge. Et là, j'ai tiré la jupe de ma mère et j'ai fait « Maman, je veux faire de la flûte. » Donc je suis arrivé dans la classe de flûte par aversion physique pour la présence de cette personne qui était le professeur de trompette, quoi. Et puis je suis arrivé dans la classe d'une jeune professeure qui était elle aussi l'héritière, comme je disais tout à l'heure, de cette pédagogie très humaine, très naturelle de l'école de Rampal. Elle m'a merveilleusement bien transmis les bases de cet instrument, la rigueur dans la posture, dans la tenue du souffle. Et voilà, voilà pourquoi je suis devenu flûtiste finalement. L'orchestre ensuite, dans les villes où j'ai habité plus tard, dans mon enfance, j'étais déjà flûtiste. Mais voilà vraiment comment j'ai commencé la flûte. Déjà, mais on en a discuté un petit peu, quel est ton sentiment en tant que musicien classique ? Cette question, pour moi, n'a pas grand sens. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse classer un musicien dans une étiquette stylistique. Je peux comprendre qu'on me dise « je suis flûtiste », mais qu'on me dise que je suis musicien classique, pour moi, n'a aucun sens. À partir du moment où je sais jouer de la flûte, je peux jouer de la musique qui a été écrite pour mon instrument dans tous les styles qui ont été pensés par les compositeurs d'autrefois, d'aujourd'hui et de demain. Mon but à moi, c'est de m'oublier derrière le compositeur et d'être honnête. My first aim is to be honest. There is the music of the composer, il y a la musique du compositeur, il y a le public, et je ne suis que le passeur entre le compositeur et le public.
Et comme on en discutait un petit peu tout à l'heure, pour moi la musique c'est vraiment un langage qui tend à souder l'humanité, qui tend à, comment dire, à supprimer les différences qui sont liées à toutes ces langues verbalisées. La musique a quelque chose d'absolument universel. Elle touche au cœur directement et à l'émotion. Elle rapproche. Alors que dès qu'on dit classique, jazz, moderne, variété, rap, hip-hop, machin, on assiste qu'à des confrontations. C'est complètement contraire pour moi à l'esprit de la musique. Donc, il y a des musiques que je vais ressentir, je les jouerai parce que je pourrais être honnête, et les musiques que je ne peux pas ressentir, je les laisse à ceux qui les aiment, mais sans souci de confrontation. Je n'aborde jamais la musique dans la dimension esthétique. Je l'aborde toujours dans sa dimension de l'honnêteté. Si je joue de la musique ancienne, je vais me plonger dans les traités pour jouer cette musique comme elle était jouée à l'époque. Et si je joue de la musique d'aujourd'hui, de la musique contemporaine, avec le compositeur ou la compositrice qui sont là dans la salle, c'est le compositeur, la compositrice qui va venir nous rencontrer sur scène ou en répétition pour nous transmettre des outils pour jouer sa musique telle qu'elle l'a imaginée. Et là, les considérations esthétiques ou de style n'ont pas de raison d'être. Ce qui importe, c'est d'être un musicien qui sait s'oublier, lui, avec ses goûts personnels, pour être un musicien honnête. Jouer avec honnêteté, la plus grande fidélité possible, la pensée du compositeur. C'est la seule chose qui m'importe. Et puis savoir jouer de la flûte. Être un bon flûtiste. Alors c'est une question je pourrais parler de ça pendant des heures, donc je vais essayer de faire une réponse un peu synthétique. I try to be short because it's such a large question. Tu sais, tous les êtres humains, je pense, tous les êtres humains sont traversés par des émotions. Notre terrain émotionnel, notre réaction à l'environnement fait naître en nous des émotions. Parfois, ces émotions, chez des êtres qui sont particulièrement sensibles, elles peuvent être tellement puissantes, tellement hautes ou tellement basses, qu'on en devient, incapable à se trouver une place dans la société des hommes. Parce que ces émotions, on n'arrive pas à les verbaliser, on n'arrive pas à les transmettre, à les expliquer, à les évacuer quelque part, à les tenir à distance. Elles nous submergent. Ça, c'est la nature humaine. Vraiment, aucun homme ne peut se soustraire au fait qu'il est un être sensible et qu'il est doué de la faculté de ressentir des émotions. Et lorsque ces émotions sont trop fortes, elles peuvent générer des pathologies terribles, des névroses terribles. Et la société actuelle, le monde actuel est un monde particulièrement violent dans les échanges. On en parlait tout à l'heure avec classique, la violence même entre adeptes de certains styles musicaux ou quoi, est très grande. On est dans un monde extrêmement violent. Donc les émotions, parfois, sont incontrôlables. On ne peut pas aspirer à une vie sereine, à une vie épanouie, si on n'arrive pas à maîtriser un tout petit peu, à tenir à distance, à verbaliser éventuellement ses propres émotions. Mais quand les mots nous manquent, quand je n'ai pas le mot pour exprimer ce que je ressens, ce que moi j'ai ressenti très jeune, quand j'avais 10 ou 12 ans, quand j'ai pas le mot, when the word is missing, quand le mot me manque, eh bien j'ai trouvé la musique. Avec la musique, j'ai pu ressentir ou partager des émotions qui n'étaient pas du domaine du verbal. La musique, c'est aussi, quand tu prends ton instrument et que tu t'exprimes avec ton instrument, tu t'exprimes aussi avec la totalité de ton corps. Tes yeux ont une très grande importance. La manière de te mouvoir sur scène a une très grande importance. Tout ça, ça fait partie de ce que je transmets à mes étudiants, de ce que j'appelle la communication non verbale. La communication non verbale. Tu vois, ce geste que je fais là avec ma main,
c'est de la communication non verbale. Je donne une importance et un grand intérêt à un moment particulier de mon discours. Mais si je fais ça, tu vas être plus attentif à ce que je vais dire, parce que j'ai fait ça. La musique, c'est exactement ça. La communication non verbale a une place essentielle. On est même exclusivement dans la communication non verbale, sauf lorsqu'on met en musique des mots. Là, on a des mots et on les chante. Ok, il y a une signification, il y a une signification sémantique, il y a un mot, une grammaire, et puis il y a aussi la grammaire de la musique. Il y a comment je vais dire ce mot. La musique, ça n'est que ça, c'est que comment je vais jouer cette phrase, comment je vais transmettre cette phrase, comment je vais l'offrir au public. Je vais te dire une chose, Jeanne, qui est très importante et qui marque beaucoup mes étudiants. Je leur dis à mes étudiants, quand je trouve qu'ils jouent d'une manière plate, sans intérêt, et que pourtant c'est très bien, je leur dis, qu'est-ce qui est le plus important pour toi lorsque tu discutes avec quelqu'un? Ce que te dit cette personne ou comment elle te le dit? Et tu auras toujours les deux réponses. Ce que dit le copain ou la copine, c'est important. Ah non, ce qui est plus important, c'est comment elle me le dit. Voilà. J'aurai toujours les deux réponses. Il y a des manières de dire qui peuvent blesser. Il y a des manières de dire qui rendent amoureux. Et la musique, elle est de ce côté-là. Elle est uniquement dans la manière de dire. Elle est uniquement dans cette communication qui est la communication non verbale. Elle te permet, la musique, et donc sortons du classique et du rap, toutes les musiques permettent d'exprimer des émotions qui ont besoin d'être partagées, qui ont besoin d'être de sortir de soi, d'être partagées avec d'autres, simplement pour retrouver un équilibre émotionnel, simplement pour pouvoir affronter la vie avec tout ce qu'elle comporte de joie immense et de souffrance terrible aussi. La musique nous permet de surmonter des épreuves, mais vraiment, parfois plus que les mots. Voilà pourquoi la musique. Tu vois, le sujet est vaste et c'est un sujet passionnant. Et c'est un sujet passionnant et vraiment c'est ce à quoi je tiens. Si tu pouvais retenir un message de notre entretien qui transcende ce qui sépare les hommes, qui transcende les communautés, qui transcende les styles. La musique pour moi est vraiment ce qui permettrait, si nous pouvions atteindre à cet idéal, à une plus grande fraternité humaine. Mais surtout pas à ce qui divise. Classique, jazz, hip-hop, rap, reggae, tout ça, ça classe, ça coupe. Je ne suis pas quelqu'un qui se reconnaît là-dedans. Ça n'est pas mon monde. La musique est au contraire. Pour moi, la musique, c'est l'inverse de ça. C'est ce qui permettrait d'unir les hommes dans toute cette difficulté qu'ils ont à s'aimer, à se rapprocher, à exprimer ou à accepter la difficulté de l'existence, leurs propres émotions. La musique permet tout ça. Sauf si elle est encore une raison pour se battre. Ça, c'est absurde. Mais la musique me permet ça, en tout cas. Elle me permet d'être un musicien heureux, en tout cas. Après, est-ce qu'on nous donnons du bonheur au public? C'est au public de prendre le meilleur de ce que les compositeurs d'aujourd'hui donnent à ce public. Pour moi, la plus belle des qualités d'un public, déjà, c'est qu'ils viennent, c'est qu'ils remplissent les salles, et sa curiosité. L'ouverture d'esprit et la curiosité, c'est le plus beau des publics. Mais certainement pas un public qui vient pour entendre ce qu'il a envie d'entendre. Certainement pas un public qui vient pour juger. Non, un public qui vient parce qu'il est curieux et qu'il a l'esprit ouvert. Ça, c'est le plus beau des publics. C'est un idéal humain, quelque part. Mais la musique et l'humanisme, c'est très lié pour moi. Voilà.